On parle peu des gens qui restent, de celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil, c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années, tout en oubliant parfois que leur cœur bat et que vivre, c'est accepter la possibilité de la perte. J'ai voulu vous raconter les gens qui restent, leurs amours, leurs amitiés en filigrane, les rencontres qui ont marqué leur vie à tout jamais. Je suis Lucille Bélan, vous écoutez Les gens qui restent, un podcast Slate.fr. C'est une peur que partagent tous les parents, presque dès que vient l'idée qu'ils vont devenir parents. L'enfant n'est encore rien, et surtout pas un enfant, et on a peur de le perdre. Comme si la simple idée de son existence la rendait encore plus fragile. Une superstition, assez toxique, fait qu'on ne parle pas de la grossesse en public avant le 3e mois. Avant, on considère que perdre le fœtus est un coup du sort, une triste réalité statistique qui ne vaut même pas la peine de l'affliction. Avant 3 mois de grossesse, l'enfant voulu qui disparaît n'aurait pas le luxe d'être pleuré et de voir ses parents en deuil. Mais pourtant, pour avoir été plusieurs fois enceinte de façon désirée, et une fois par surprise mais vite acceptée, le fœtus de moins de 3 mois avait dans ma tête un genre, un ou plusieurs prénoms possibles, et je lui plaquais mes rêves et mes désirs d'avenir. C'est parce que j'ai perdu un fœtus, juste 1 semaine après les fameux 3 mois, que je sais combien il avait une existence dans ma tête et combien le deuil a été difficile. C'était sur la ligne rouge, quelques jours avant l'annonce officielle aux proches. J'avais l'impression que le bébé était hors de danger et je m'étais autorisé quelques achats. Et puis les saignements, l'hôpital, le cachet abortif qui mène à une hémorragie dans mes toilettes. Un jour, j'allais avoir un fils, j'en étais sûre. Il avait un prénom dans mon cœur et une place dans notre famille. Le lendemain, j'expulsais aux toilettes ce qu'il avait été et mes rêves avec. Je ne connaîtrai jamais ce petit garçon. On n'en parlera peut-être jamais avec ses sœurs et son frère, mais dans ma tête, cela fait partie à part entière de l'histoire de notre famille. Ce deuil, comme beaucoup de deuils du même ordre, il faut le faire seul. La famille ne comprend pas que cet être invisible a déjà une existence, que des liens sont créés. Le corps médical traite la situation comme une anomalie regrettable. Dans le film Pieces of a Woman de Cornell Mundruczó, l'héroïne croque des pommes et collectionne leurs pépins après le décès de son bébé. J'ai moi aussi eu des gestes de réflexe primitifs pour faire mon travail de deuil. J'ai eu besoin de mettre du concret, du réel dans ma souffrance. J'ai laissé des mois, aussi longtemps que nous avons habité dans cet appartement, une trace de sang dans l'interstice de la porte des toilettes où j'avais fait mon hémorragie. À l'origine, cette trace n'était pas volontaire. Elle s'est faite le soir de cette épreuve, et c'est resté ma preuve. Je l'apercevais chaque jour, plusieurs fois par jour. Parfois, je ne fermais pas la porte pour bien la voir. Elle me rappelait ce soir funeste et l'existence de mon fils. Parce qu'il avait bien existé. Pas assez pour voir le jour, mais assez pour sentir l'amour que j'avais pour lui. Cette trace, je l'ai effacée en partant. Je ne voulais pas qu'il reste enfermé dans cet appartement, comme un fantôme sans moi pour veiller sur lui. Je l'ai libéré le jour du déménagement, et il a disparu. Je n'ai pas gardé de date anniversaire, mais je pense à lui souvent. Quand j'entends le prénom qu'il aurait dû avoir, quand je vois tous mes enfants ensemble, quand je pense à cette période de ma vie, entre 2 déménagements, qui m'a pris un fils et qui m'en a donné un autre. Une partie de moi aurait aimé garder les 2. Hélène a 29 ans. Elle est professeure dans un lycée professionnel à Nîmes. Aurélien a 42 ans, il est professeur lui aussi. Ils sont en couple depuis 5 ans quand ils décident de faire leur premier enfant. La grossesse se passe très bien. La grossesse s'est très bien passée. On nous avait annoncé initialement qu'on aurait des difficultés, voire une impossibilité d'avoir un enfant pour une cause d'infertilité pas non plus insurmontable, mais qu'on aurait quelques difficultés. Et on nous avait proposé à la base de rentrer dans un fonctionnement de PMA. Et c'est vrai qu'on s'était laissé du temps et qu'on ne souhaitait pas spécialement passer par une FIV pour arriver à avoir notre enfant.
et on a, je pense, bien fait, de laisser passer du temps puisque notre fille est arrivée de manière, très naturelle en février, 2020. Je me rappelle que je l'ai appris pour la Saint-Valentin, le 14 février, donc c'est vrai que c'était un très beau moment et j'ai eu une grossesse, parfaite. Quelques nausées, sur les 3 premiers mois, on nous a annoncé une fille, on était absolument ravis et c'est vrai que j'ai eu 9 mois vraiment très calmes. J'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour notre enfant. On a pris le temps de l'attendre et tout s'est très, très bien passé. Vraiment aucune complication, aucune difficulté. C'est vraiment quelque chose de joyeux. Moi, j'ai un grand d'une autre union qui a 10 ans. Et c'est vrai que d'avoir une petite fille qui arrive, c'était une grande joie, quoi, vraiment. Hélène accouche fin 2020. On est arrivé très 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 serein à la maternité, donc toujours période de confinement. Donc personne sur la route, on a dû mettre 3 minutes, ça devait être minuit, quelque chose comme ça, pour arriver tout doucement à la mater, avec des contractions classiques, avec pas de signe avant-coureur de quoi que ce soit, quoi. Quand on est arrivé, Hélène a été prise en charge rapidement, monitoring impeccable, et moi je suis resté dehors parce que, les papas n'avaient pas le droit d'assister. Sauf quand le travail était bien avancé, où là, ils faisaient monter le papa, pour la naissance du bébé, quoi. Résultat des courses, j'ai pas eu trop le temps de me retourner puisque quelques minutes après, ils m'ont rappelé, moi pensant que j'allais passer la nuit dans ma voiture sur le parking, quoi, en me disant: «Vous pouvez monter, le travail est bien avancé», donc nous voilà en salle de travail et puis, le cœur de notre, petite Charlotte a fibrillé un petit peu, c'est-à-dire est descendu un petit peu, puis est remonté, voilà. Heu, les sages-femmes qui entouraient Hélène, ont déclenché, un code rouge en disant qu'elle ne supportait pas, les contractions, que notre petite Charlotte, ne supportait pas ou mal les contractions et donc il fallait une césarienne rapide. C'est un petit peu un film qui va très vite, voire un cauchemar, éveillé. Ils embarquent Hélène directement au bloc et moi, ils me disent: «Vous restez là, dans la salle de travail, on va vous donner une couverture, pas pour vous bien sûr, mais pour la petite parce que dans 2 minutes, c'est vous qui allez réchauffer Charlotte, le temps qu'on s'occupe de, recoudre Hélène quoi, de terminer l'intervention». Donc moi, pas de souci, j'étais, toujours, content, j'allais dire. Et puis là, les minutes passent, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je me dis: «Quand même, c'est long», 20 minutes, une demi-heure et puis 3/4 d'heure et au bout de 3/4 d'heure, en fait, je me suis rendu compte que, les gens m'avaient oublié. C'est-à-dire qu'Hélène était, toujours sur le billard, donc en train d'être recousue. Ils l'ont mis dans un petit box à côté. Ils ont tenté donc de réanimer Charlotte puisque son cœur s'est arrêté pendant la césarienne. Ils ont tout essayé et pour le coup, donc pendant ces longues 40 ou 45 minutes, moi j'attendais, patiemment, j'allais dire comme un couillon aussi, quoi, voilà. Donc on nous a annoncé, à l'issue qu'ils avaient tout tenté et que notre petite Charlotte n'était jamais repartie, hein. Ils avaient, ventilé, ils avaient, fait tout ce qu'il fallait, essayé de la réanimer, mis de l'oxygène, de l'adrénaline, enfin tout ce qui voilà, sans succès, quoi. Le souvenir que j'en garde de cet accouchement, ça va être, l'horloge dans le bloc opératoire parce que j'ai attendu. J'ai regardé énormément l'horloge et c'est vrai que c'est très bien quand on accueille un enfant de savoir à quelle heure il est né, mais je vous avoue que là, dans notre cas, comme dans le cas de parents qui perdent, des bébés à la naissance, l'horloge, ça a été plus, un objet, qui a pendant de nombreux mois, alimenté une série de cauchemars la nuit parce qu'on voit les minutes qui défilent, on comprend pas, on pose des questions, on nous dit que pour l'instant c'est grave et qu'il faut attendre d'être recousu, qu'on sait pas, qu'on n'a pas de nouvelles et je pense que c'est l'objet, moi qui je me suis focalisée sur l'objet, cette horloge et d'ailleurs j'ai conseillé après coup à mon obstétricienne et à la clinique, j'en avais parlé, de déplacer l'horloge et de la mettre plutôt ailleurs et de dire: «Voilà, votre enfant est né à telle heure» ou «Votre enfant est né, est parti à telle heure», mais que ce soit pas, un objet, qui cristallise des angoisses et des peurs après coup parce que, voilà, c'est rare de perdre un enfant à la naissance, mais ça arrive et c'est vrai il faut pouvoir, protéger et préserver, les parents, qui pourraient hélas, perdre des enfants, Le dernier souvenir qu'ils ont de leur fille, c'est après l'accouchement. Pour ma part, j'allais dire une petite princesse, une petite bombe, quoi. Aussi belle que sa maman,
avec, parfaite, j'allais dire. Vous avez pu la voir? Oui, Ah, on l'a souhaité. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des parents qui ne souhaitent pas avoir, leur bébé. Pour notre part, on l'a souhaité. Je sens que c'est encore, très fort en émotion pour vous. Ce sont des larmes de joie, en fait, aujourd'hui, parce que de pouvoir parler d'elle, ça me rappelle à quel point j'ai été heureuse. On a été heureux, très heureux. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, c'est vraiment quelque chose de positif que de parler d'elle, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle booste nos vies d'une manière différente que ce qu'on aurait souhaité, évidemment, hein. Mais je me dis que de continuer à parler d'elle, c'est l'engagement de toute une vie pour nous, je pense, maintenant. On s'est fixé cet objectif. Hélène et Aurélien ont le sentiment de ne pas toujours avoir été compris par leurs proches. on a appris à nos dépens à constater que certaines personnes dans un entourage, proche, on va dire des amis ou de la famille, peu importe, se sont rapprochés et d'autres, à l'inverse, nous ont un petit peu délaissés, je dirais. Donc on a essayé de comprendre pourquoi. Est-ce qu'on est des chats noirs? Est-ce qu'on va leur porter le mauvais œil? Est-ce que la mort est contagieuse? On s'est posé plein de questions, quoi. Et puis, finalité, on s'est dit: «Bon, peut-être tout simplement qu'ils ne savent pas quoi faire ou quoi dire», parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi. Ces questions, elles restent toujours ouvertes. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de mode d'emploi. Alors il existe bien des petits bouquins et on a, des personnes qui, après avoir lu ou pas ce bouquin, en tout cas ont trouvé des solutions. On a été incapable et on est encore incapable aujourd'hui, bien souvent, de prendre des décisions rationnelles, de proposer des invitations, ne serait-ce que de venir manger à la maison, des choses comme ça. Par contre, quand les gens l'imposent un petit peu, c'est-à-dire, on vous impose pas un repas en famille, mais on vous a préparé à manger. Vous passez à la maison, vous prenez, un petit sac et puis vous rentrez tranquille, comme ça, on n'a pas à cuisiner parce qu'on n'en a pas du tout envie, on n'a pas spécialement faim et voilà, les gens ont trouvé une parade et une solution pour essayer d'accrocher un petit peu. Certaines personnes se sont imposées en disant: «Je viendrai tel jour à telle heure». Et quelque part, c'est quelque chose qui nous va bien parce qu'on aurait été incapable de lui dire: «Ben viens tel jour à telle heure». Voilà, c'est des choses qui s'apprennent pas, c'est des choses qui s'improvisent pas. On a, en parlant de ces bouquins, un livre d'Hélène Guérin qui s'appelle «Dans ces moments-là» et qui parle donc du deuil périnatal et de la façon de prendre les choses, quoi. Ce livre, permet, donc à l'entourage proche ou aux amis ou aux personnes qui souhaiteraient, aider les, parents, qui ont perdu des enfants, trouver, de l'aide, mais une véritable aide. Parce que quand on dit souvent: «Je suis là si vous avez besoin», ça veut rien dire et à la fois tout dire et puis surtout rien dire. Et donc, elle donne des petites aides, des petits mémos, des petites solutions possibles pour aider les parents quand ils le souhaitent et quand ils en ont besoin pour qu'ils puissent être accompagnés au quotidien par les proches. Après, effectivement, il y a des personnes qui nous prennent, même encore aujourd'hui, au bout d'un an, pour des fous, pour des fous, pour des fous de continuer à parler de notre fille, de continuer à la faire, vivre d'une autre manière, de tourner un petit peu autour d'elle parce que nous, c'est Moteur. notre moteur, notre moyen de fonctionner aujourd'hui. Mais pour certains, oui, on passe pour des fous, on nous l'a dit clairement, mais si la folie, c'est ça, ben, je veux bien être folle. Si c'est, d'être folle avec notre fille de cette manière, ben, je l'accepte sans aucun problème et on l'accepte, fièrement même, j'ai envie de dire. Ensemble, ils cherchent à lui donner une place dans leur vie. Une existence, mais différente, c'est-à-dire que de se dire, voilà, physiquement, elle est pas là, on le sait, hein, on le ressent tous les jours qu'elle est pas là, mais de se dire, elle est là autrement, pour nous guider, pour nos choix. Il y a des moments où on se pose des questions: «Et qu'est-ce que je vais faire? Et ça, comment je vais le faire dans ma vie de tous les jours?» Et ben, on se dit: «Allez, si tu pouvais nous filer un petit coup de main, là où tu es, si tu nous vois, si tu nous entends, c'est bien. Allez», et bizarrement, on arrive à trouver des solutions ou des réponses à nos questions après coup et je me dis: «Ben, c'est bien de garder cette énergie qu'elle a pu nous apporter, pendant 9 mois». Ben, on essaie de continuer à la faire voyager dans les mémoires via nos initiatives et via nos discussions. Et pour nous, c'est important, c'est notre chemin de résilience aujourd'hui, voilà. Il y a quelques mois, à partir du mois de mars, je sais même plus quelle date on est, c'est pour vous dire à quel point notre cerveau fonctionne au ralenti. 21. En mars 2021, voilà. On a lancé, ce qu'on a appelé les poissons-chats, avec, chat CHA pour notre fille Charlotte, puisque nous sommes des fous amoureux de la plongée sous-marine, du monde marin. Aurélien est moniteur de plongée. Moi, j'ai modestement un petit niveau 1 en plongée, mais qui me suffit pour voir des beaux poissons et des belles couleurs sous l'eau. Et c'est vrai que pendant 9 mois, pendant ma grossesse, on a été énormément à la mer.
J'ai beaucoup nagé, l'eau me faisait extrêmement du bien, donc c'est vrai qu'on était toujours à la mer et on s'est dit qu'on allait, créer autour de notre histoire familiale, des petits poissons. Alors ces petits poissons, ce sont des galets que l'on ramasse dans les vignes familiales d'un petit village de Vauvert, puisque mon papa et ma maman sont viticulteurs sur cette commune et on a ramassé ces galets, on les peint, donc ils ont différentes formes. On les peint sous forme de petits poissons rigolos. Alors ils ont toujours soit un petit œil malicieux, soit un petit sourire en coin, et on essaie de trouver des thématiques différentes pour les dessiner, pour les peindre. Papa, donc Aurélien, lui, choisit le prénom de ces petits poissons rigolos et on les dissémine un peu partout dans le Gard, dans les différents villages. Et c'est ensuite aux familles ou aux personnes qui nous suivent sur la page Facebook ou Instagram des poissons-chats de les faire voyager. Alors, voyager, c'est quoi? C'est voyager dans leur quotidien. Ça peut être faire la cuisine tout en ayant le petit galet à côté. Ça peut être faire une balade dans les bois avec le galet dans la poche ou à la main. Ça peut être, pour certains petits, amener le galet à l'école et dire fièrement j'ai trouvé ça dans les bois ou dans ma ville, j'en suis fière, je suis trop content, c'est un petit compagnon de route. Ça peut être le faire voyager à l'étranger. On a des galets qui baladent là actuellement sur New York, on en a en Crète, on en a en Belgique, en Nouvelle-Calédonie, il y en a un qui vient d'arriver. Et le but, c'est de donner des nouvelles sur la page. Donc on republie tous les jours les photos, les commentaires, et on dédicace ces petits galets poissons-chats à des bébés qui sont partis à la naissance ou autour de la naissance. Ça permet à la fois aux parents endeuillés de trouver un peu de gaieté tous les jours en allant lire la page, de se dire il y a quelque chose de coloré qui entoure mon enfant et la mémoire de mon enfant. Nous, ça nous fait du bien de faire du bien autour de nous, donc on continue. En aucun cas, nos galets sont payants. C'est pour honorer notre fille et les autres bébés, donc on les dépose et ça voyage via d'autres mains, via d'autres familles, via d'autres histoires et on se rend compte qu'il y a une belle énergie autour de tout ça et c'est ce qu'on voulait. Donc voilà, on peut suivre nos poissons. Il y a toujours des chats à trouver et à faire voyager sur notre page. C'est vrai qu'on a essayé de mettre plein de choses en place. Par exemple, on a ouvert un concours de pâtisserie sur le thème de la Charlotte, où énormément de professionnels et d'amateurs ont répondu présent. Et on a eu des autorisations municipales puisque le maire nous a suivis. Il nous a prêté un très grand domaine avec un étang qui est magnifique. Et on a eu, je sais plus, une centaine de personnes présentes. Et pas forcément des gens qui ont perdu des gamins. On voulait pas quelque chose, absolument pas, de larmoyant ou de triste. Et c'était une journée magnifique où, pour le coup, on a goûté, je sais plus, 23 ou 25 Charlottes différentes avec des prix, avec une ambiance extraordinaire. Alors, le soir, forcément, on était rincés, mais heureux. Et c'est pour ça qu'on essaye de créer des choses qui sont concrètes, mais pas forcément palpables. Cet été, avec Hélène, on a fait une très grande randonnée. On a fait 250 km à pied, avec une ânesse, sur le chemin de Stevenson, un peu à l'image de Robert Louis Stevenson au siècle dernier. Et ça, pour nous, ça a été un peu une résilience, quoi. C'est-à-dire de dormir dans la forêt, en étant autonome, avec notre ânesse, un peu loin de tout. On avait décoré notre ânesse avec plein de petits rubans au prénom de 51 bébés qui étaient partis autour de la naissance. Et c'était un plus pour nous. En fait, on a besoin aujourd'hui de se surpasser, de se dépasser, de se dire qu'il faut vivre beaucoup plus fort, beaucoup plus loin pour eux, parce qu'ils le méritent. Et c'est vrai qu'on est parti de ce principe qu'il faut aller toujours plus loin. C'est notre manière de fonctionner aujourd'hui. Prochainement, dans quelques mois, on a décidé de se pousser toujours plus loin et de préparer une course de caisse à savon. Donc ça nous fait rire parce que c'est pas évident, c'est rigolo, c'est un peu casse-gueule, c'est voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On avait besoin de mettre de la vitesse dans les vies de parents qui sont au ralenti, parce que c'est vrai qu'on est ralenti. La perte d'un enfant, ça ralentit, on le sait, au niveau cérébral. Et on avait besoin de mettre de la vitesse, de se dire, c'est pas grave, on va avoir les chevaux au vent, c'est bien de parler d'eux d'une autre manière, et ça va être ouvert à tout le monde, ça va pas être ouvert qu'aux familles qui ont perdu des enfants, c'est ouvert à tout public, pour justement promouvoir le deuil périnatal et se dire qu'il faut en parler, parce que à part le 15 octobre,
Et les comptes sur Instagram, je remercie d'ailleurs ces comptes qui nous permettent de nous dire qu'on n'est pas seul. On n'en parle pas spécialement et c'est vrai que beaucoup veulent tourner la page, mais je pense que nos enfants, ils méritent pas qu'on tourne la page et plutôt qu'on les fasse vivre d'une autre manière et se dire qu'on les oubliera jamais. Martine Spiesser est psychothérapeute, instructrice mindfulness, autrice du livre Les traversées du deuil et du programme sur le deuil de l'application Petit Bambou. Elle définit les difficultés spécifiques du deuil périnatal. Alors en fait, il y en a pas mal. Bon, déjà, c'est vrai que c'est de l'ordre de l'impossible, puisque en fait, on attendait la vie et puis c'est la mort qui est au rendez-vous. Donc, la première chose, c'est que c'est vrai qu'il faut faire plusieurs deuils. C'est-à-dire qu'il faut faire le deuil d'un enfant imaginaire idéal qu'on avait commencé à construire, le deuil aussi d'un parent qu'on allait être, d'une maman, d'un papa, le deuil d'un avenir, d'une joie, et le deuil du futur au lieu du deuil du passé, ce qui est quand même rare. Voilà, c'est quand même donc le deuil aussi sûrement de toute l'implication qu'on peut avoir dans la société, puisqu'on ne sera pas un papa ou une maman au regard des autres. Il y a aussi quand même l'idée en fait, la réalité du décès est quand même beaucoup plus difficilement assimilée, puisqu'on n'a pas très peu eu, en tout cas, de présence physique. Donc, il y a vraiment une grande difficulté, finalement, à objectiver le deuil. Puisque normalement, quand on a eu un tissage relationnel et corporel, on a plus de facilité. Donc là, c'est aussi un peu plus compliqué. Donc vraiment, l'idée, c'est quand même qu'il y ait un accompagnement pluridisciplinaire pour arriver à faire face à tout ça. C'est-à-dire que l'objet du deuil est presque dérobé. Alors ça va dépendre, parce que ça dépend si c'est effectivement une fausse couche, si c'est une mort in utero, si c'est une mort donc jusqu'à à peu près 3 semaines après donc la naissance. Et c'est vrai que selon l'impact affectif qui s'était enclenché, c'est-à-dire qu'il y a des mamans ou des papas qui ont vraiment commencé très tôt ce lien, l'élaboration de ce lien, et voilà, donc ça va être encore plus compliqué. Ce qui va être compliqué aussi, c'est qu'il y aura un temps d'élaboration beaucoup plus long, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura le temps donc pour exprimer l'inexprimable, pour exprimer l'horreur, parce que c'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment contraire à la nature, et pour le besoin d'être entendu, d'être reconnu dans sa douleur, parce que très souvent, effectivement, il y a un tabou autour de ces deuils périnataux, et c'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment reconnus. Un temps pour la douleur, un temps pour l'impossible réparation, et puis aussi pour réorganiser à la fois les relations dans la famille et puis dans les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, etc. Je lui ai demandé si l'injonction à tourner la page ne complexifiait pas un peu plus le travail de deuil pour les parents. C'est en train de changer, heureusement, mais il n'y a rien de pire, si vous voulez, que de ne pas être reconnu, comme s'il fallait minimiser un deuil parce que l'enfant n'est pas né, comme si on n'avait pas le droit de ressentir toute cette douleur. Et puis c'est vrai que dans les cliniques, dans les hôpitaux, même les termes des soignants, c'est terrible. C'est des termes, de dire, bon, hop là, presque ça va à l'incinération, on n'en parle plus. Et puis c'est très vite, vous en aurez un autre, allez, il faut oublier, etc. Alors que non, on sait aujourd'hui que c'est vraiment dans la reconnaissance de ce qu'on a vécu, qu'on soigne cette blessure et qui cicatrise petit à petit. Elle sera toujours là, mais elle ne saignera plus. Mais vraiment, alors cette reconnaissance en même temps, puisque c'est vrai, je vous dis ça, et en même temps, je sais que là, aujourd'hui, on a quand même de la chance parce que on a quand même un soutien émotionnel de plus en plus. On a quand même des congés parentaux qui sont proposés selon les dates à laquelle survient le décès. On peut avoir des arrangements donc funéraires, mais c'est plus finalement
peut-être dans la famille ou dans les proches, hein. Parce que finalement, personne n'aime souffrir et personne n'aime voir l'autre souffrir et on ne sait pas comment s'y prendre. On devrait tous, finalement, même en éduquant nos enfants, se préparer à la perte. À chaque fois qu'on a, je sais pas, une grippe, une angine, ou qu'on perd quelque chose, ou qu'on perd un emploi, ou qu'on change de ville, ou que sais-je, mais on devrait vraiment, dans nos sociétés, pour que la mort ne soit plus tabou, se dire que ça fait vraiment partie de la vie, voilà, et que la souffrance, eh bien oui, ça fait aussi partie de nous, les êtres humains, hein, et qu'il faudrait nous apprendre à l'accueillir et à accueillir celle des autres, oui. Mais comment se reconstruire après avoir perdu quelqu'un que l'on n'a pas vraiment connu ? Déjà, il faut vraiment accepter de passer à travers vraiment un tumulte émotionnel et s'accorder vraiment, faire confiance à ce qu'on ressent, s'accorder toutes les émotions, s'accorder toutes les stratégies que notre corps mettra en place, parce que on a cette extraordinaire sagesse intérieure du processus de deuil qui se met en place de toute façon. Mais c'est vrai que il faut arriver à dire bon, c'est ok, voilà, ça va être un tsunami, mais voilà, c'est la première chose, c'est peut-être de connaître, hein, ce par quoi on va passer, parce qu'en fait, dans nos sociétés qui remettent un peu la mort à un endroit qu'on veut pas trop regarder, encore qu'il y ait beaucoup d'évolution par rapport à ça, mais c'est vrai que les gens ne sont pas tellement informés sur le processus de deuil, le processus qui est naturel, qui se met en place chez nous tous, hein. Et donc, accepter déjà, voilà, peut-être d'ailleurs, moi je dirais, apprendre, hein, comment ça va se passer, pour se dire c'est ok de passer par ci et par ça. Ensuite, il y a vraiment l'idée, alors, fondamentale soit de lui donner un prénom à l'enfant, soit d'avoir en tout cas des gestes symboliques, d'avoir des rituels. Alors, savoir s'il est possible qu'il y ait des cérémonies, qu'il y ait des obsèques. Alors là, maintenant, il y a une grande évolution quand même, hein. C'est-à-dire que les sages-femmes, normalement, proposent ou amènent en tout cas les parents peut-être à envisager ça, même si au départ, c'est pas facile. Il y a vraiment ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a une incinération ? Est-ce qu'il y a enterrement ? Il faut absolument qu'on puisse fondamentalement suivre finalement le cours de ce que nous, les humains, on met en place face à la mort d'un être cher, hein. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut savoir aussi qu'on peut l'inscrire peut-être dans le livret de famille. Il faut effectivement l'inscrire dans une filiation, hein. Il peut y avoir aussi un baptême selon les religions ou pas, les cultes. Et moi, je dis vraiment que tous les rituels sont les bienvenus. Voilà, il faut absolument qu'il y ait des rituels que l'on peut soi-même inventer. Là aussi, hein, on peut s'inspirer, on peut aller voir. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus. Moi, je dis toujours aussi qu'il faut pouvoir faire vivre l'enfant. Je sais pas, ça peut être une représentation, des photos, ça peut être une empreinte de pied, un bracelet de naissance, des mèches de cheveux. Enfin voilà, hein, c'est important qu'il puisse avoir une vraie existence. C'est-à-dire que c'est très compliqué, hein, pour une maman, parce que elle a senti la vie et puis d'un seul coup, il y a plus rien. Donc il faut qu'il soit vivant quelque part. Il y a aussi l'idée de pouvoir alors moi je dis qu'il faut nommer les parents, hein. Alors maintenant il y a les termes un peu papange ou mamange, ou bon, je sais pas si ça a été accepté, peut-être pas encore, mais en tout cas voilà. Et puis bien évidemment se faire soutenir, se relier à des associations, à des groupes de parole, et il y en a beaucoup, à des forums sur internet. Korrigan est illustratrice et autrice de la bande dessinée L'or du soir qui tombe. Elle s'est faite une spécialité du dessin de famille, où figurent tous les membres de la famille, leurs petits anges inclus.
Je suis contactée en fait par des familles qui recherchent quelque chose qui puisse être un support où ils sont au complet réunis, parce que je dessine pour toutes les familles, mais je suis également contactée par des personnes qui ont perdu un enfant et donc qui n'auront jamais une photo de famille au complet. Et c'est quelque chose qui leur manque, qui leur manquera toujours. Et donc, pour remplacer la photo, on part sur un portrait qui est avec mon style, qui est pas du tout du réalisme et qui peut éventuellement enlever la partie peut-être un peu triste. Et du coup, avec mon style qui est plutôt naïf, ça donne un côté moins triste et tout le monde est souriant et heureux sur le portrait. Il y a des gens qui me livrent carrément tous leurs témoignages, ce qu'ils ont vécu. D'autres personnes qui me disent 3 fois rien. En fait, ils souhaitent pas s'épancher. J'ai des personnes qui m'envoient des photos de leur petit bébé. Il y en a qui m'en envoient pas du tout. Et il y en a qui me disent j'aimerais bien qu'il soit représenté en général avec des ailes. C'est ce qu'on me demande le plus. Des fois avec la tenue avec laquelle il a été inhumé. En fait, chacun vraiment peut personnaliser complètement et du coup peut s'approprier un petit peu l'image qu'il a envie d'avoir de son bébé ange. Et il y a des gens qui n'ont aucune idée et qui sont plutôt dans l'optique de se dire c'est grâce au portrait que je vais pouvoir m'imaginer quand ils n'ont pas eu la chance d'avoir pu vraiment tenir leur enfant dans leurs bras, quand la grossesse a été interrompue assez rapidement. Ils n'ont aucune image en tête et en fait c'est un peu avec le portrait après qu'ils s'approprient une image de leur bébé. Je reçois surtout des tonnes et des tonnes d'amour, en fait, c'est assez incroyable. C'est une chance inouïe d'ailleurs dans mon métier parce que j'ai vraiment l'impression de faire un métier qui a beaucoup de sens. Parce que ça pour certains parents, ils m'ont déjà dit que c'était un peu thérapeutique pour eux, que c'était un peu un processus dans leur deuil et que ça leur avait fait beaucoup de bien. Donc c'est vrai que c'est un peu une responsabilité. Des fois, je me dis que je sais pas trop qui je suis pour faire ça, mais en tout cas, vu les retours que je reçois, visiblement, ça fait du bien. Donc c'est merveilleux, quoi. Tout a commencé avec la demande d'un couple. Puis, avec le partage de son dessin, les demandes se sont mises à pleuvoir. Aujourd'hui, il faut compter plus d'1 mois de délai entre une commande et la réception de son portrait. Korrigan ne se voit pas laisser de côté ce sujet qui la porte en tant qu'artiste. Moi, je suis de plus en plus aussi dans l'écriture, enfin la bande dessinée, les livres. J'adore ça, mais je me vois pas arrêter parce que j'aurais l'impression de les abandonner alors que je leur ai donné peut-être une petite comment dire, une petite voix pour s'exprimer. Donc même si je ralentissais, je pense pour l'instant je me vois pas arrêter, non. Non, j'aurais trop peur de les abandonner. J'aurais trop peur qu'ils se sentent abandonnés, en fait. Par ce projet, elle veut combattre le silence autour du deuil périnatal. Moi, j'ai été très, très sensibilisée à force, effectivement, de côtoyer toutes ces personnes qui m'ont raconté leurs histoires et leurs souffrances. Ce que j'ai compris, c'est que ce qui est le plus pesant, c'est le silence. Ces personnes-là, elles perdent un enfant, c'est quand même une des choses les pires au monde. Et en plus de ça, elles doivent vivre avec cette souffrance dans le silence parce que c'est un sujet trop tabou. Les gens sont pas forcément malveillants autour, mais ils savent pas quoi dire, ils ont peur de faire mal, ils ont peur de blesser. Et du coup, ils n'en parlent pas. Dans les premiers temps, en général, ça va, mais après, les années passent et c'est perdu dans l'oubli total. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, après pour les parents, c'est que tout le monde est oublié. Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter à leur glisser des petits mots. Alors pas des petits mots du genre faut tourner la page, faut recommencer, faut réessayer. Ça, c'est les mots qui font mal. Mais des petits mots. Tout simplement dire on pense à vous, prononcer le prénom de l'enfant, penser au jour de son anniversaire, ça c'est des petites choses qui leur font un bien fou à ses parents. Donc c'est vraiment le petit truc que je veux dire et que j'ai appris pendant toutes ces années. De tous les types de deuil que j'ai dû faire dans ma vie, le deuil de mon bébé a été le plus difficile et celui où j'ai eu le plus le sentiment d'être seule au monde. Quand il était dans mon ventre, j'étais la seule à avoir des sensations, à sentir physiquement la grossesse. J'étais seule quand j'ai compris qu'elle s'était arrêtée, puis seule face au médecin quand il en a évoqué la possibilité. Seule à nouveau au rendez-vous où on m'a tendu un médicament pour avorter chez moi.
seule dans les toilettes face au sang, seule face au médecin qui tentait de stopper l'hémorragie. L'idée de son cœur arrêté m'a plongée dans un état de stupeur qui m'a rendue imperméable au monde, constamment ballottée, agressée par les interactions imposées. Passive, sous le choc. Et puis il y a eu la colère. Celle de la profonde injustice du drame, celle de mes seins douloureux, la colère aussi face au gros ventre des femmes enceintes et des sourires heureux des parents dans la salle d'attente des urgences gynécologiques quand moi je baignais dans mon sang. J'avais failli mourir à cause de ce cachet qui m'avait provoqué une hémorragie. Et personne ne pouvait me comprendre. Je ne pouvais pas expliquer que souffrir physiquement, manquer de mourir, était la seule chose qui me paraissait logique à vivre alors que mon bébé n'était plus là. Que je n'étais même pas étonnée que cela se soit passé comme ça. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si tout s'était passé proprement et dans le calme. S'il y avait eu le cachet, les serviettes hygiéniques imbibées, et puis plus rien. Mon fils méritait mieux. Sa disparition méritait la colère, la fureur, la violence, le risque vital et puis la vie qui gagne. Ma vie à moi. C'était comme une tempête. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. À l'époque, j'étais ballottée. Maintenant, je vois la tempête. Ça va faire 9 ans et je n'en parle jamais avec personne. J'en ai peu parlé avec qui que ce soit, alors on pourrait croire que c'est derrière moi. 2 enfants sont nés depuis. Vivants, en bonne santé. Pourtant, je pleure encore quand je pense à lui. Je me dis qu'il le mérite. Je veux lui donner ça. Ce n'est pas le schéma classique, il n'y en a pas d'ailleurs. C'est juste lui et moi, et ma façon à moi de continuer à faire vivre notre histoire. Vous venez d'écouter Les gens qui restent, un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale et réalisation, Benjamin Septem-Ours. Montage et prise de son, Victor Benamou. La musique est signée Arnaud Denzler. L'illustration est signée Chien Fou. Cet épisode est dédié à Charlotte et à Henri. Le prochain épisode portera sur une autre forme de deuil. Si vous faites face à un deuil et avez besoin d'en parler, vous pouvez contacter l'association Empreinte, EMPREINTES.